Dans le silence de mai 1940, une forêt dense retient son souffle. Des colonnes de blindés allemands s'y enfoncent, avançant sans relâche. Pendant plus de 72 heures, les moteurs ne se tairont pas. Mais ce n'est pas seulement le diesel qui les alimente. Dans le corps de chaque soldat, une substance invisible opère. Elle efface le sommeil, la peur, l'épuisement. Son nom, la pervitine, une méthamphétamine de synthèse. Conçue dans les laboratoires du Troisième Reich, cette pilule blanche est l'outil parfait pour créer une armée sans limite physique. Une nation entière transformée par la chimie. Et lorsque les pilules cesseront d'agir, l'effondrement sera brutal. La Blitzkrieg, la guerre éclair, exigeait l'impossible. Une offensive continue, jour et nuit, avec des soldats parfaitement opérationnels après 48 ou même 72 heures de combat. Aucune armée n'avait jamais soutenu un tel rythme, du moins pas sans aide. Cette aide est venue d'une nouvelle drogue synthétique qui commençait à circuler en Allemagne. À Berlin, le directeur de l'Institut de physiologie militaire, le docteur Otto Ranke, voit dans la pervitine la solution à un problème stratégique. Ses premiers tests sur des étudiants le confirment, la drogue ne fait pas que prolonger l'éveil. Elle aiguise la concentration et la performance sous pression. C'était exactement ce dont la Wehrmacht avait besoin pour sa nouvelle doctrine de guerre mobile. Après un premier essai lors de l'invasion de la Pologne en 1939, son usage explose pour la campagne de l'Ouest en 1940. La société pharmaceutique Temmler-Werk reçoit une commande de plus de 35 millions de comprimés exclusivement pour ce front. La percée des Panzers à travers les Ardennes, un terrain que les stratèges français jugeaient infranchissable, devient la démonstration la plus brutale de son efficacité. Sur le terrain, les effets sont spectaculaires. Les conducteurs de chars opèrent leurs machines de jour et de nuit d'affilée, manœuvrant avec une précision intacte sur des terrains difficiles. Les artilleurs, après 60 heures sans sommeil, effectuent encore des calculs de tir complexes. Même les fantassins, après 80 km de marche, trouvent l'énergie d'assaillir les positions ennemies. Le spectacle le plus glaçant se déroule sur la Meuse, lors de la traversée de Sedan. Sous le feu ennemi, les unités du génie construisent des ponts, impassibles. Des témoins décrivent des hommes travaillant comme des automates, ignorant les explosions autour d'eux, leur instinct de survie comme anesthésié. Du côté des Alliés, c'est l'incompréhension. Un officier français capturé s'étonne de voir des unités allemandes, après 3 jours de combat, se battre avec l'intensité de troupes fraîches. Winston Churchill lui-même est perplexe face à ces colonnes de blindés qui avancent sans jamais s'arrêter, défiant toutes les lois de la guerre. Dans les airs, le scénario se répète. Les pilotes de la Luftwaffe surnomment la pervitine la pilule Stuka ou la pilule Hermann Göring. Un pilote de bombardier Heinkel, E-111, décrit cette sensation dans son journal. Être éveillé dans un rêve, totalement alerte mais détaché de la réalité, comme s'il observait ses propres actions de l'extérieur. Une dissociation qui permettait de rester concentré sur la technique, tout en ignorant l'horreur. Cette distribution n'avait rien d'improvisé. Elle était intégrée à la logistique de la Wehrmacht avec des protocoles stricts. Mais pour les opérations cruciales comme la percée des Ardennes, certains commandants n'hésitaient pas à ordonner des doses plus fortes, sacrifiant la santé à long terme de leurs hommes pour un avantage tactique immédiat. La victoire semblait leur donner raison. En 6 semaines, la France capitule. Le général Heinz Guderian, l'architecte de la guerre blindée, a avancé de plus de 400 km en seulement 10 jours. Un rythme inédit dans l'histoire militaire. Pourtant, les premiers signaux d'alarme étaient déjà là. Des rapports médicaux internes mentionnaient des cas de collapsus, de crise cardiaque et de comportements erratiques. Un incident particulièrement grave a été documenté. Un conducteur de char, après 50 heures d'éveil, a été pris d'hallucinations. Il a percuté une colonne d'infanterie allemande, tuant 3 de ses camarades avant d'être maîtrisé. Mais ces rapports furent systématiquement ignorés par le haut commandement, aveuglés par le succès. La victoire sur la France en 1940 semblait confirmer que le pari chimique en valait la peine. La Blitzkrieg avait triomphé. Avec elle, l'idée d'un soldat pharmacologiquement augmenté, un guerrier capable de surmonter les limites humaines grâce à la science allemande, un soldat sans âme. Dans l'ombre des Miradors, une autre guerre se jouait. Une guerre chimique menée non pas contre l'ennemi, mais contre l'âme même des bourreaux.
Alors que la Wehrmacht utilisait la pervitine pour soutenir l'effort de guerre au front, une branche bien plus sombre de l'appareil nazi lui découvrait un usage sinistre, l'extinction systématique de l'empathie. Dans les camps de concentration, les SS trouvèrent dans un cocktail de méthamphétamine, de morphine et d'alcool la recette parfaite pour transformer des hommes ordinaires en rouages impitoyables de la machine d'extermination. Contrairement à l'armée régulière, où le but était de repousser la fatigue, la drogue servait ici une fonction psychologique. Elle devait faire tomber les barrières morales qui gênaient l'exécution d'atrocités à l'échelle industrielle. Les hommes affectés au camp devaient opérer dans un environnement où la souffrance extrême était la norme quotidienne. À Auschwitz, Majdanek ou Treblinka, la réalité dépassait l'entendement, même pour des esprits endoctrinés. L'élimination systématique de milliers de personnes chaque jour, le contact permanent avec la mort de masse, tout cela menaçait de briser les gardes les plus convaincus. La solution fut donc chimie. La pervitine assurait la vigilance, l'énergie et l'agressivité. La morphine offrait le détachement émotionnel et l'alcool facilitait l'obéissance et l'oubli. Ce mélange produisait des gardes hyper vigilants mais vides, capables d'une concentration mécanique pour tenir des registres tout en ayant perdu la faculté de reconnaître l'humanité d'un prisonnier. Une dissociation chimique qui allait être mise en pratique avec une efficacité terrifiante. À Majdanek, le cas d'un officier SS illustre cette dynamique. Sa routine était réglée, pervitine à l'aube, vodka durant son service, injection de morphine au crépuscule. Des témoins rapportent qu'il pouvait passer d'un calme bureaucratique à des explosions de violence inouïes, sans aucune transition. Lors d'une sélection en 1943, il resta 14 heures sur la rampe d'arrivée, envoyant des milliers de personnes vers les chambres à gaz d'un geste mécanique de la main. Un survivant dira qu'il bougeait le doigt comme s'il dirigeait un orchestre invisible, parfaitement concentré et totalement absent. Les sélections étaient-elles les moments les plus critiques. Des médecins et des officiers décidaient qui vivrait comme esclave et qui mourrait sur le champ. Ces décisions, qui scellaient le destin de milliers de personnes, étaient souvent prises sous l'influence de stimulants et d'opiacés. Le résultat était une arbitrariété mortelle. Des prisonniers jeunes et robustes pouvaient être envoyés à la mort, tandis que d'autres, à l'agonie, étaient sélectionnés pour un travail impossible. À Auschwitz, le médecin-chef Eduard Wirtz menait ses sélections nocturnes après avoir reçu ce que ses assistants appelaient la préparation. Son regard vitreux et son indifférence totale étaient les signes d'une déconnexion pharmacologique. Mais la drogue ne servait pas seulement à tuer, elle servait aussi à expérimenter. À Dachau, le docteur Sigmund Rascher combinait ses expériences sur l'hypothermie avec des tests de stimulants. Des prisonniers étaient plongés dans des cuves d'eau glacée, puis recevaient des injections de méthamphétamine. L'objectif officiel était de trouver comment ranimer les pilotes allemands abattus en mer du Nord. En réalité, ces méthodes garantissaient aux sujets une mort atroce. À Sachsenhausen, une autre expérience impliquait des marches forcées. Des prisonniers devaient les courir sur une piste circulaire pendant des jours, recevant des doses contrôlées de pervitine pour mesurer leur endurance avant l'effondrement total. Les données, rythme cardiaque, température, temps jusqu'à la décomposition physique, étaient méticuleusement notées et envoyées au haut commandement. La perversité du système résidait dans cette boucle. Les SS utilisèrent la drogue pour s'anesthésier à la souffrance, tout en exploitant cette même souffrance pour perfectionner l'usage militaire de ces substances. La souffrance elle-même était devenue une donnée scientifique. En 1944, alors que la défaite allemande devenait inéluctable, la consommation de drogue dans les camps atteint des niveaux critiques. Face à la faim imminente, de nombreux gardes augmentèrent les doses, sombrant dans des comportements de plus en plus erratiques et violents. Durant les évacuations, les survivants décrivirent des gardes qui ne dormaient plus, maintenant une vigilance agressive pendant des jours avant de s'effondrer. Lors de l'évacuation de Majdanek, des gardes sous stimulants exécutèrent plus de 200 prisonniers trop faibles pour suivre la marche. Les témoins décrivirent des mouvements compulsifs, une parole accélérée et une précision mécanique dans le tir, comme s'ils étaient en transe. La défaite approchait, et avec elle, l'heure des comptes. Quand les troupes alliées libérèrent les camps en 1945, elles ne découvrirent pas seulement l'épreuve de l'Holocauste,
Elles trouvèrent aussi des milliers de flacons, de seringues et de dossiers médicaux. Parmi les gardes capturés, beaucoup présentaient des symptômes de dépendance sévère, tremblements, paranoïa et crises de sevrage aigu. La combinaison de l'idéologie génocidaire et de l'altération chimique avait produit une réalité qui dépassait tout ce que l'on connaissait de la cruauté humaine. La pervitine n'a pas inventé l'Holocauste, mais elle a permis son exécution. Elle a désactivé les derniers remparts d'humanité qui auraient pu entraver la mécanique de l'extermination. Dans le silence pesant du quartier général, le 3 juillet 1941, les généraux allemands écoutent. 11 jours seulement après le début de l'opération Barbarossa, quelque chose ne va pas. Pendant 8 heures sans interruption, Adolf Hitler parle, son énergie frénétique passant d'une clarté stratégique glaçante à des divagations messianiques. Puis, il s'éclipse. Quelques minutes plus tard, il réapparaît, parfaitement calme, le regard posé, prêt à écouter les rapports comme si rien ne s'était passé. Cet épisode révèle une réalité longtemps dissimulée. L'homme qui tenait le destin de l'Europe entre ses mains fonctionnait grâce à un régime quotidien de drogue. Un cocktail chimique qui a profondément influencé ses décisions militaires, son comportement et sa stabilité mentale. Il n'était pas seulement un dirigeant malade, il était un toxicomane fonctionnel, dont les dérèglements biochimiques auraient des conséquences dévastatrices pour des millions de personnes. L'architecte de cet État était un homme du nom de Théodore Morel, un médecin corpulent, à l'allure négligée et aux méthodes peu orthodoxes, souvent ignorées par les récits historiques. À partir de 1936, il devient le gardien de la santé d'Hitler et peu à peu le maître de sa chimie interne. Méprisé par le cercle rapproché du pouvoir, qui le surnommait le charlatan ou l'empoisonneur du Reich, Morel jouissait de la confiance absolue du Führer. Leur relation avait commencé lorsqu'il avait réussi à soigner les graves troubles digestifs qui tourmentaient Hitler depuis des années. Grâce à une combinaison de bactéries intestinales et de remèdes inhabituels, il avait obtenu ce qu'aucun autre médecin n'avait réussi. Hitler, hypocondriaque notoire, fut impressionné. « Personne ne m'a jamais aidé comme vous, docteur », lui dit-il. Une dépendance venait de naître et elle allait bientôt dépasser le simple cadre médical. Les dossiers médicaux, aujourd'hui accessibles, révèlent qu'entre 1941 et 1945, Morel a administré au moins 82 substances différentes à Hitler. Le rituel chimique commençait dès le matin. Un mélange de glucose, de vitamine B, de méthamphétamine, de testostérone et de petites doses de strychnine. Au cours de la journée, d'autres injections suivaient selon les besoins. De l'eucodal, un puissant opiacé, pour les moments de stress, des extraits d'organes d'animaux comme supposés revitalisants et encore du pervitin pour maintenir son énergie. La nuit, des barbituriques achevèrent le cycle en provoquant un sommeil artificiel. Cette dépendance s'est intensifiée avec les revers militaires. Après la défaite de Stalingrad en février 1943, les registres de Morel montrent une augmentation brutale de la fréquence des injections. Albert Speer, ministre de l'Armement, a remarqué le changement. « Il n'était plus le même homme », écrira-t-il. Ses décisions devenaient erratiques, oscillant entre un optimisme délirant et une dépression profonde. Ses mains tremblaient de manière visible, un détail qu'il tentait de dissimuler en les joignant dans son dos lors des réunions. Sa détérioration physique était évidente pour tout son entourage. Aux troubles digestifs chroniques s'ajoutaient des tremblements, surtout au bras et à la jambe gauche, probable signe d'un début de maladie de Parkinson aggravé par l'abus de stimulants. Sa peau avait pris une teinte grisâtre, ses yeux avaient perdu leur éclat. Plusieurs témoignages rapportent même une forte odeur corporelle, signe probable d'un système métabolique brisé par des années d'abus chimiques. Mais le plus alarmant était sa déconnexion progressive de la réalité du front. Le maréchal Erich von Manstein l'a observé de près. À partir de 1943, il était impossible d'avoir une discussion stratégique cohérente. Le Führer interrompait sans cesse avec des monologues décousus, insistait sur des victoires impossibles et ignorait simplement les données concrètes sur nos pertes matérielles. Ces décisions allaient désormais sceller le sort de millions d'hommes. Parmi les ordres les plus catastrophiques, 3 épisodes se distinguent. L'ordre de tenir Stalingrad sans retraite, en novembre 1942, émis alors qu'il était sous une combinaison particulièrement intense de caudal et de pervitin, a condamné la 6e armée allemande à l'anéantissement. Le lancement de la bataille de Koursk en juillet 1943 contre la vie de ses généraux. Selon un officier présent, Hitler, après avoir reçu une injection, aurait déclaré « Je sens dans mes veines que c'est le bon moment. L'inspiration est venue. »
La bataille fut une défaite écrasante. Enfin, la création du Volkssturm en 1944, une milice d'adolescents et de vieillards à qui il ordonna de défendre Berlin jusqu'à la dernière goutte de sang, convaincu que des armées de secours, qui n'existaient que dans son imagination droguée, allaient arriver. Le comportement du Führer lors des conférences militaires changea radicalement. Au début de la guerre, il était connu pour sa mémoire prodigieuse des détails techniques. En 1944, il confondait des faits élémentaires et oubliait des décisions prises quelques jours plus tôt. Des enregistrements révèlent un débit de parole accéléré, des digressions constantes et une tendance à s'interrompre pour se lancer dans des tirades sur la trahison ou l'incompétence. L'ambassadeur japonais, après une rencontre en septembre 1944, écrivit à Tokyo « Le Führer semble un homme différent de celui que j'ai connu en 1941. Son regard est fuyant, son discours incohérent et sa compréhension de la situation militaire semble exister dans une réalité parallèle. » L'entourage d'Hitler était profondément divisé au sujet de Morel. Certains, comme Martin Bormann, protégeaient activement la relation, la jugeant essentielle au fonctionnement quotidien du Führer. D'autres, notamment Himmler et Göring, ont tenté à plusieurs reprises de l'écarter, le tenant pour responsable de la dégradation de l'état d'Hitler. Le point de rupture survint le 21 avril 1945, alors que les forces soviétiques étaient aux portes de Berlin. Dans le bunker, Hitler congédia Morel. Soudain, l'homme qui vivait depuis 5 ans sous un régime chimique constant était privé de ses drogues. Ce qui suivit fut une semaine d'effondrement physique et mental. Sans ces injections régulières, Hitler pouvait à peine rester éveillé ou se concentrer. Les tremblements de son bras et de sa jambe gauche devinrent si violents qu'il ne pouvait presque plus marcher sans aide. Sa voix, autrefois puissante, n'était plus qu'un murmure à peine audible. Il alternait entre des heures de silence, le regard vide, et des moments de colère explosive. Le sevrage était total. Le 29 avril, la veille de son suicide, Hitler dicta son testament politique. Les témoins décrivent une scène surréaliste. Tremblant de manière incontrôlable, il passait de moments de lucidité surprenante à des divagations complètes. Il s'arrêtait parfois au milieu d'une phrase, oubliant ce qu'il dictait, pour reprendre sur un sujet totalement différent. Le 30 avril 1945, il se donna la mort. Son corps, décrit par ceux qui l'ont vu avant qu'il ne soit brûlé, portait les marques d'un effondrement total, extrêmement maigre, la peau jaunâtre, les dents abîmées. L'apparence d'un homme de 80 ans, pas de 56. Dans le froid glacial de décembre 1944, alors que les Alliés percent à travers la France, Hitler ordonne une contre-offensive désespérée dans les Ardennes. C'est une manœuvre militairement intenable, mais le Führer, nourri de ses cocktails de drogue quotidiens, est persuadé de pouvoir répéter le miracle de 1940. La Wehrmacht, épuisée et à court de tout, jette ses dernières forces sur le front de l'Ouest. Cette fois pourtant, l'armée allemande n'est plus que l'ombre de la force qui a conquis l'Europe 4 ans plus tôt. Les divisions qui s'avancent vers les positions américaines ne sont pas les unités d'élite parfaitement équipées et coordonnées. Elles sont un mélange hétéroclite de vétérans exténués, de recrues adolescentes mal formées et de soldats sortis trop tôt des hôpitaux. Beaucoup partagent un point commun. Des années d'exposition à la pervitine et à d'autres drogues militaires ont laissé des marques profondes sur leur corps et leurs esprits. Ce qui avait commencé comme un avantage tactique était devenu une catastrophe médicale et opérationnelle. Bien avant que les chars alliés ne scellent son destin, l'armée allemande s'effondrait de l'intérieur, victime de sa propre dépendance chimique. Un rapport médical confidentiel d'octobre 1944 estime qu'entre 60 et 70% des unités du front de l'Est ont développé une dépendance à la pervitine. Pour de nombreux soldats, le médicament n'est plus une aide opérationnelle, mais une nécessité vitale. Une lettre retrouvée d'un vétéran de la 16e division Panzer exprime cette détresse. « Sans les pilules, je ne supporte plus le bruit des canons. Mes mains tremblent tellement que je ne peux plus viser. Ma tête se remplit des cris de tous les camarades que j'ai vus mourir. C'est seulement quand je prends le médicament blanc que je peux continuer à me battre. » Cette dépendance a des conséquences terribles lorsque l'approvisionnement est interrompu, un événement de plus en plus fréquent à mesure que les bombardements alliés dévastent la logistique allemande. Des unités entières subissent alors des symptômes de sevrage simultanés. Anxiété extrême, paranoïa, hallucination, agressivité incontrôlée et effondrement physique. Un rapport médical de la 3e division de panzergrenadiers
décrit comment, après 5 jours sans ravitaillement, une compagnie entière est devenue non opérationnelle. Plus de la moitié des hommes présentaient des symptômes neuropsychiatriques graves. Certains soldats affirmaient voir des ennemis là où il n'y en avait pas. D'autres tombaient dans des états catatoniques et plusieurs tentèrent de déserter, pris de panique. Les hôpitaux militaires allemands, déjà surchargés par les blessés de guerre, se retrouvent submergés par une nouvelle catégorie de patients, des cas psychiatriques aigus liés à l'usage prolongé de stimulants. À l'hôpital de campagne de Smolensk, l'un des principaux centres neurologiques du front de l'Est, une aile entière est réservée à ce que les médecins appellent l'épuisement cérébral médicamenteux, un euphémisme pour ne pas dire addiction ou psychose à la méthamphétamine. Le docteur Wolfgang Gerhardt, un psychiatre militaire, y documente des soldats avec des dommages neurologiques permanents, tremblements irréversibles, tics nerveux, épisodes psychotiques récurrents et déficiences cognitives majeures. Certains de ces hommes, écrit-il, ne retrouveront jamais une vie normale, même s'ils survivent à la guerre. Plus alarmante encore d'un point de vue militaire, c'est l'érosion complète de la discipline, l'un des piliers de l'armée allemande. Les commandants de terrain signalent des incidents de plus en plus fréquents d'insubordination, de désertion et de violence. Dans la 27e division d'infanterie près de Leningrad en 1943, 6 suicides sont recensés en un seul mois. Tous les cas impliquent des soldats qui, privés de pervitine, sont entrés en crise. Près de Koursk, 2 tankistes, désespérés après une semaine sans comprimé, attaquent Pat le médecin de leur bataillon. L'un est abattu sur le champ par les gardes, l'autre sera exécuté plus tard. L'incident ne sera jamais enregistré pour ce qu'il était, une mutinerie motivée par l'addiction, mais comme un cas de sabotage et de trahison. Les effets physiques sont tout aussi dévastateurs. De jeunes soldats dans la vingtaine présentent des symptômes cardiaques typiques de personnes âgées. Les autopsies révèlent des cœurs hypertrophiés, des artères endommagées et des tissus cardiaques marqués par l'abus de stimulants. De nombreuses morts de causes naturelles dans les rapports officiels cachent en réalité des complications dues à l'usage prolongé de pervitine. Dans la 19e division Panzer, un pilote de char de 22 ans meurt subitement durant une marche de routine. Le rapport officiel cite une fatigue cardiaque due au stress du combat. Mais l'autopsie jointe par le médecin à son rapport personnel, celui qui n'est pas destiné aux officiers, montre tous les signes d'un arrêt cardiaque provoqué par une surdose de stimulants. Ces problèmes ne se limitent pas aux troupes au sol. La Luftwaffe, qui avait été pionnière dans l'utilisation des stimulants pour ses pilotes, paie maintenant le prix de ces abus. À partir de 1943, les accidents non liés au combat ou à une panne mécanique augmentent de façon spectaculaire. Le cas de l'escadron de chasse JG5, basé en Norvège, est révélateur. En 3 mois, en 1944, ils perdent 8 appareils lors de décollage ou d'atterrissage, sans aucune intervention ennemie. L'enquête interne détermine que la plupart des pilotes avaient passé plus de 48 heures sans sommeil, maintenus opérationnels par des doses répétées de stimulants. Un instructeur vétéran écrit « Les nouveaux pilotes arrivent déjà habitués à voler sous stimulants. Quand on essaie de les faire voler sans, leurs compétences s'effondrent. Nous avons créé des aviateurs qui ne peuvent plus fonctionner sans drogue. » Le haut commandement allemand ne peut ignorer complètement la situation. Dès 1942, le docteur Leonardo Conti, ministre de la Santé du Reich, avait exprimé son inquiétude. Dans une note au ministère de la Guerre, il alerte sur les graves conséquences pour la santé des troupes et suggère de restreindre la distribution. Mais cet avertissement se heurte à la résistance des commandants de terrain qui privilégient l'efficacité immédiate. Dans une réponse cinglante, un général-major écrit « Le docteur Conti pourra s'inquiéter de la santé future de l'Allemagne quand nous aurons gagné cette guerre. En attendant, nous avons besoin de soldats qui se battent maintenant, pas de patients en bonne santé pour ces hôpitaux de demain. » Cette tension entre considérations médicales et impératifs militaires sera constamment résolue en faveur des seconds, jusqu'à ce que la pénurie générale de ressources force enfin une réduction de la production de pervitine en 1944. Mais à ce moment-là, le mal est fait. Une génération entière de soldats a été exposée à une drogue puissante et beaucoup ont développé de graves addictions.
Les vétérans qui rentrent à la vie civile après la guerre emportent ces problèmes avec eux, contribuant à une crise de santé mentale documentée par les autorités d'occupation. Un rapport de l'administration militaire américaine de 1947 mentionne spécifiquement le nombre élevé de vétérans présentant des symptômes psychiatriques liés à l'abus de stimulants durant leur service. Beaucoup finiront dans des institutions incapables de se réintégrer à la société. Le résumé le plus lucide de cette tragédie viendra peut-être du docteur Otto Rank lui-même, le physiologiste qui avait initialement promu l'usage de la pervitine. Interrogé par les Alliés en 1946, il exprime un regret tardif. « Nous pensions renforcer nos soldats, mais en réalité, nous les détruisions de l'intérieur. Nous pensions avoir trouvé une solution chimique aux limites humaines, mais la biologie finit toujours par réclamer son dû. On ne peut pas tromper la nature indéfiniment. » Cette reconnaissance tardive résume l'ironie fondamentale de l'expérience allemande. La tentative de créer des super-soldats par la chimie n'a produit, à long terme, que des unités dysfonctionnelles, des individus brisés et une armée qui s'est effondrée de l'intérieur. Dans le silence des laboratoires berlinois de 1937, alors que la machine de guerre nazie monte en puissance, une révolution chimique est en marche. Aux usines Temmler-Werk, le chimiste Fritz Hauschild perfectionne un composé cristallin qui promet de repousser les limites humaines de l'énergie et de la performance. Son nom commercial résonnera bientôt dans tous les foyers allemands, la pervitine. L'histoire de cette substance ne commence pas sur les champs de bataille, mais dans le secteur pharmaceutique d'une Allemagne avide de retrouver sa suprématie scientifique. Le régime nazi, obsédé par l'autosuffisance et la supériorité technique, a fait du développement de nouveaux médicaments une priorité stratégique, tant pour les civils que pour les militaires. La méthamphétamine elle-même n'est pas une découverte allemande. Elle a été synthétisée au Japon dès 1893. Mais ce sont les laboratoires allemands qui ont su industrialiser sa production et, surtout, déceler son potentiel commercial. En 1937, Temmler-Werk dépose le brevet de la pervitine. Le produit est d'abord présenté comme un remède miracle contre la dépression, la fatigue chronique ou l'hypertension. Mieux encore, il est classé comme un stimulant et non un médicament, ce qui lui permet d'être vendu librement dans toutes les pharmacies du Reich. La campagne publicitaire qui accompagne son lancement est d'une efficacité redoutable. Dans les journaux, les magazines féminins et les revues médicales, la pervitine est la solution chimique à tous les maux de la vie moderne. Les slogans martèlent les valeurs du Troisième Reich: efficacité, force, performance. Une pilule tient l'Allemagne éveillée, proclame une publicité. Les affiches montrent des hommes et des femmes au regard perçant, à la posture droite, incarnant l'idéal nazi du citoyen productif et toujours vigilant. Les publicistes de Temmler ciblent des marchés précis. Pour les femmes au foyer, ils créent la Hausfrau-Schokolade, des chocolades à la pervitine pour surmonter les journées difficiles. Pour les cadres et les étudiants, la promesse est celle de la clarté mentale et de la réussite. La réponse du marché est immédiate. En 1938, plus de 27 millions de comprimés sont vendus. L'année suivante, ce chiffre atteint 35 millions, sans compter les commandes directes de l'armée. Dans les cercles berlinois, la drogue gagne des surnoms évocateurs, la pilule d'Hitler ou le coke allemand. Ce succès repose sur une collaboration étroite entre Temmler-Werk et les institutions médicales. L'entreprise finance généreusement des études qui, sans surprise, vantent les mérites de la pervitine et minimisent ses risques. Le docteur Fritz Hauschild lui-même, le chimiste de Temmler, publie un article affirmant que la substance ne présente aucun effet addictif significatif. D'autres études suggèrent des bénéfices stupéfiants: endurance physique accrue, besoin de sommeil réduit et même une amélioration de la détermination personnelle. La relation entre l'entreprise et le régime est mutuellement bénéfique. Temmler fournit une substance qui incarne l'idéal nazi de dépassement de soi, et en retour, les autorités protègent la compagnie des critiques médicales émergentes. Car dès la fin de l'année 1939, les premiers signaux d'alarme apparaissent. Des médecins rapportent des cas de patients souffrant d'insomnie chronique, de comportements paranoïaques et de signes évidents de dépendance. À Berlin, un neurologue documente plusieurs cas de psychose toxique après un usage prolongé. Ces rapports confidentiels sont systématiquement ignorés. Lorsqu'il tente de publier ses recherches,
des officiels du ministère de la Propagande lui conseillant de se concentrer sur d'autres sujets. Leonardo Conti, le ministre de la Santé du Reich, est conscient des risques. Il s'inquiète des dommages que cette dépendance pourrait causer à la santé raciale du peuple allemand. Mais il fait face à une pression immense des secteurs industriels et militaires. La solution de compromis arrive en 1941. La pervitine sera désormais vendue sur ordonnance pour les civils, mais restera disponible sans restriction pour l'armée. Cette décision ambiguë révèle une contradiction fondamentale du système nazi. La pureté biologique du peuple était un dogme, mais la réalité de la guerre exigeait des corps chimiquement optimisés. La transition de la pervitine vers un outil militaire est méthodique. Le docteur Otto Rank, à l'Institut de physiologie militaire de Berlin, mène des essais sur des étudiants en médecine. Les résultats semblent miraculeux. Après 24 heures sans sommeil, les sujets sous méthamphétamine conservent une concentration quasi normale. Au moment de l'invasion de la France en 1940, la pervitine est déjà intégrée à la logistique militaire. Temmler-Werk développe même des versions spécifiques, la Flieger Schokolade pour les pilotes et la Panzer Schokolade pour les équipages de chars. Alors que la guerre s'intensifie, un débat de plus en plus tendu oppose les responsables du régime. En 1942, Leonardo Conti tente de limiter l'usage militaire, avertissant d'une détérioration physique visible dans les unités. La réponse du front est cinglante. Le général Guderian rétorque que les considérations médicales doivent s'effacer devant les besoins tactiques. Un commandant sur le front de l'Est écrit plus crûment. « Quand les Russes seront à 100 mètres de nos positions, nous discuterons des effets à long terme. » Cette tension illustre l'ambivalence du régime. Joseph Goebbels lui-même loue l'ingéniosité allemande, capable de surmonter les limites naturelles tout en mettant en garde contre la dépendance aux substances artificielles. Pendant ce temps, sur le front intérieur, la pervitine est devenue une béquille indispensable. Une femme au foyer de Dresde écrit dans son journal « Avec ma pilule du matin, je peux tenir la maison, m'occuper des enfants et travailler 6 heures à l'usine. Sans elle, je m'effondrerais. » Dans les universités, l'usage de stimulants est une pratique courante pour former les ingénieurs et les médecins dont l'industrie de guerre a désespérément besoin. La drogue s'infiltre même dans le langage courant, avec des expressions comme « passer à la vitesse supérieure » pour parler de la prise d'un comprimé. L'ironie historique est totale. Le même régime qui interdisait le tabac et limitait l'alcool au nom de la pureté raciale avait transformé l'Allemagne en une nation fonctionnellement dépendante de la méthamphétamine. La pervitine maintenait en marche une machine sociale et militaire qui se dirigeait inexorablement vers l'effondrement. Dans les ruines fumantes de Berlin, en mai 1945, l'héritage du Troisième Reich semblait destiné à n'être que cendres et monuments détruits. Pourtant, à l'insu de tous, son legs le plus durable n'était ni idéologique ni architectural. C'était une petite pilule blanche qui allait survivre à la chute du régime pour entamer une seconde vie. Loin de disparaître, la pervitine allait se transformer, reparaissant sous de nouvelles formes, consommée par des millions de personnes qui ignoreraient tout de ses origines. La défaite allemande déclenche une course silencieuse entre les Alliés. Pendant que les grands criminels de guerre sont jugés à Nuremberg, une autre compétition se joue dans l'ombre pour s'emparer du capital intellectuel du Reich. Des programmes comme l'opération Paperclip américaine ou l'opération Osso Aviakim soviétique ciblent les physiciens et les ingénieurs, mais aussi les pharmacologues militaires, experts en stimulants de combat. Les archives révèlent qu'au moins 58 de ces scientifiques ont été transférés aux États-Unis entre 1945 et 1959. Parmi eux, le docteur Friedrich Hoffmann. Ancien collaborateur de l'Institut de physiologie militaire de Berlin, il avait mené des recherches sur les stimulants et la performance humaine. Ayant su éviter toute implication directe dans les camps, on lui fournit une nouvelle identité. Il est intégré au programme de recherche médicale de l'US Air Force en Ohio. Là, Hoffmann poursuit ses travaux sur les pilotes à haute altitude, appliquant les connaissances acquises pendant la guerre. Ces rapports, désormais rédigés en anglais, contribueront directement au programme de médication des aviateurs américains pour les conflits à venir. Son travail n'était pas terminé. Il avait simplement changé de camp. Le transfert ne se limite pas aux hommes. Les vastes archives des laboratoires Temmler et des instituts de recherche allemands sont saisies et analysées.
Un rapport du renseignement américain de 1947 les décrit comme une mine d'or de données empiriques, des informations qui auraient coûté des années et des millions de dollars à reproduire. Pendant que l'Europe se reconstruit, une évolution parallèle se déroule dans les laboratoires américains. En s'appuyant en partie sur ces recherches allemandes, de nouveaux médicaments voient le jour. Ils partagent la structure chimique de la pervitine, mais leur image est radicalement différente. À la fin des années 1940, une petite pilule blanche fait son apparition sur le marché américain, l'Obitrol. Présentée comme un traitement contre l'obésité, elle contient un mélange de sels d'amphétamine, incluant de la méthamphétamine dans ses premières formules. La propagande nazie vantait la productivité et l'endurance. La publicité américaine, elle, met en avant la perte de poids et l'image de soi. Le succès est fulgurant. Prescrit massivement, l'Obitrol est consommé par des millions de femmes au foyer, de cadres et d'étudiants. Ils absorbent sans le savoir une version reformulée du stimulant qui avait alimenté le Blitzkrieg. Une publicité de 1962 illustre parfaitement ce décalage. Une femme mince et souriante y déclare « Grâce à Obitrol, j'ai l'énergie de garder la ligne tout en m'occupant de ma maison et de ma famille. » La promesse fondamentale reste la même que celle du chocolat à la ménagère du Reich, dépasser les limites du corps par une intervention chimique. Mais le champ de bataille avait changé. En 1973, l'histoire de l'Obitrol prend un tournant. L'Agence américaine du médicament remet en cause son efficacité et sa sécurité. Le laboratoire est contraint de retirer la méthamphétamine de sa formule. Au fil des années et des rachats, le médicament évoluera pour devenir ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Adderall. Approuvé en 1996 pour traiter le trouble du déficit de l'attention, l'Adderall représente l'aboutissement de cette évolution. Bien que chimiquement modifié, il conserve le principe actif, des stimulants qui augmentent la concentration et réduisant la fatigue. L'outil de guerre conçu pour créer des soldats sans sommeil est devenu un traitement médical administré à des millions d'enfants et d'adultes. La métamorphose de la méthamphétamine militaire allemande était achevée. Elle était devenue une réponse pharmacologique aux défis de la société de l'information. Cette transformation n'est pas uniquement civile. Les armées modernes, et notamment l'US Air Force, continuent d'utiliser des dérivés d'amphétamine. Durant la guerre de Corée puis au Vietnam, les troupes américaines reçoivent régulièrement de la dexédrine, un stimulant similaire. Pendant la première guerre du Golfe, les pilotes de chasse reçoivent des Go Pills pour les missions prolongées, puis des No-Go Pills pour trouver le repos. Ce cycle contrôlé de stimulation-sédation est une version raffinée du principe mis en place par les médecins allemands. 50 ans plus tard, le principe allemand était devenu un protocole américain. Cette continuité technique soulève des questions éthiques troublantes. Les crimes du nazisme ont été condamnés, mais certaines de ces innovations ont été discrètement intégrées à la médecine et aux pratiques militaires modernes. Le cas du docteur Felix Hoffmann illustre cette complexité morale. Cet autre scientifique avait supervisé des tests d'endurance au camp de Sachsenhausen sur des prisonniers forcés de marcher jusqu'à l'épuisement sous différentes doses de pervitine. Après la guerre, il émigre en Amérique du Sud, où il devient consultant pour des laboratoires. Démasqué en 1968, il se défend en affirmant que la science transcende la politique. Un argument qui reflète l'attitude pragmatique adoptée par les institutions vis-à-vis de ce savoir pharmacologique. Au-delà des usages médicaux, ces molécules ont trouvé de nouvelles applications. Dans les universités, l'Adderall est devenu un outil pour les étudiants cherchant à améliorer leurs performances. Une étude de 2012 estime que près de 30% des étudiants des universités d'élite en ont déjà consommé sans prescription. Dans la Silicon Valley, l'usage de nootropiques, des substances censées améliorer les fonctions cognitives, est une pratique courante. La frontière entre le traitement médical et l'amélioration de soi est devenue poreuse. Une question demeure. Pour répondre aux exigences de qui ? L'évolution de la pervitine à l'Adderall reflète une transformation profonde de notre rapport à la performance. Là où les nazis cherchaient à créer des super-soldats, les sociétés contemporaines cherchent des étudiants ultra concentrés et des travailleurs infatigables. Cette continuité est dérangeante. Nous avons rejeté l'idéologie, mais nous avons normalisé l'outil. L'idée que le corps humain et ses limites sont un problème à résoudre par la technologie persiste. Aujourd'hui, lorsqu'un étudiant prend de l'Adderall pour passer une nuit blanche, il s'inscrit sans le savoir dans une tradition née dans les laboratoires de l'Allemagne nazie. La pervitine n'était pas seulement une drogue. C'était la première expérience de masse de modification chimique de la performance humaine. Ces échos résonnent dans les pilules que des millions de personnes consomment aujourd'hui. La pilule a changé.
Le contexte est radicalement différent, mais la quête, elle, continue.